à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Cam Nomade. Cette semaine, nous allons aborder l'actualité d'une façon un peu différente en traitant d'un sujet qui a fait énormément de bruit la semaine dernière, les Ouïghours. Alors, pourquoi maintenant et pourquoi un format différent? Eh bien, tout simplement parce que la semaine dernière devait avoir lieu à Paris le samedi 3 octobre le plus grand rassemblement jamais organisé en faveur de la défense de cette minorité ethno-religieuse. Pour cause du coronavirus, l'événement a finalement été annulé, mais toute la semaine, les mobilisations ont fusé sur les réseaux sociaux, donnant plus que jamais de la visibilité à cette problématique, ainsi qu'une réelle voix à ce peuple ouïghour, aujourd'hui victime d'une forte répression en Chine. Mais pour aborder ce sujet dans de bonnes conditions, il était nécessaire de revenir un peu en arrière et d'expliquer l'histoire et le commencement de ces persécutions. Pour cela, nous traiterons la répression des Ouïghours en plusieurs volets. Le volet d'aujourd'hui portant sur l'histoire des Ouïghours et sur la mise en place des atrocités dont ils sont actuellement victimes dans la région du Xinjiang en Chine. Ils sont environ 3 millions à être parqués dans des camps en Chine, et ce depuis des mois voire des années. La raison, leur religion musulmane. La situation des Ouïghours de Chine a été abordée par les médias il y a déjà quelques années, mais on observe une montée en puissance du mouvement ces derniers mois. Pourtant, c'est un véritable calvaire, un enfer de longue haleine auquel ils sont en proie, le plus grand internement de masse du XXIe siècle. Les Ouïghours sont l'une des 56 ethnies présentes dans la République populaire de Chine. Ils sont au nombre d'11 millions et vivent pour la très grande majorité dans la région autonome du Xinjiang en Chine. Mais en réalité, cette ethnie est présente depuis plusieurs siècles dans cette région. Et il est nécessaire pour comprendre la répression actuelle de retracer l'histoire de ce peuple. Les Ouïghours, mot qui signifie unis, sont originaires de tribus nomades qui se sont installées proches du lac Baïkal au 8e siècle après avoir pris le pouvoir oghur turc, une autre ethnie nomade turque. À l'époque, leur puissance impressionne et la Chine fait appel à cette ethnie pour protéger leurs routes commerciales. Au cours du 9e siècle, ils doivent fuir cette région à cause des attaques des Kirghizes, un peuple turcophone également. Une grande partie des Ouïghours décident donc de s'installer dans le corridor de Guangzhou et fondent alors le royaume du Zhangye. À cette époque, ce corridor est la principale voie d'accès à la Chine depuis l'Asie et le bassin du Tarim, un passage donc inévitable sur la route de la soie. Cette région est stratégique et les villes qui y sont présentes s'enrichissent énormément. Au cours du XIIe siècle, le leader des Ouïghours fait allégeance à Gengis Khan et les deux peuples se convertissent majoritairement au XIVe siècle à la religion musulmane d'obédience sunnite. Au XVIIIe siècle, la dynastie Qing conquiert cette région, la renomme Xinjiang, signifiant nouvelle frontière. Elle y installe des colonies civiles et militaires. Malgré les nombreuses révoltes du peuple ouïghour, cette région est érigée en province le 18 novembre 1884. Les Ouïghours, voulant se libérer de la domination étrangère, se sont à plusieurs reprises soulevés contre le pouvoir nationaliste chinois. Et par 2 fois, ils ont réussi à créer une république indépendante du Turkestan oriental. Ça a été notamment le cas en 1933 et en 1944, cette dernière ayant duré 5 ans. Alors pourquoi ces dernières décennies, cette situation empire? L'arrivée au pouvoir du communisme a été le véritable vecteur d'une répression sans discontinuité du peuple ouïghour. Et d'année en année, cette répression s'est amplifiée. Tout d'abord, le gouvernement communiste avait souhaité diluer cette communauté. Alors que 98% des habitants étaient des Ouïghours, les autorités ont décidé de pousser l'ethnie des Han, c'est-à-dire l'ethnie majoritaire au niveau national en Chine, à s'installer sur ces terres. Mais c'est l'arrivée au pouvoir de Mao Zedong qui va marquer un tournant dans la répression des Ouïghours, qui va devenir beaucoup plus importante. En effet, le gouvernement communiste va mettre en place ce que l'on appelle la révolution culturelle, et cette politique va impacter le plus les minorités ethniques et religieuses. Les Ouïghours seront donc désormais obligés de manger du porc et d'apprendre le chinois, l'arabe étant désormais interdit. Après la mort de Mao Tse-tung en 1976, une relative période d'apaisement se met en place. On cherche à cohabiter en formant notamment des élites chez les minorités qui sont de plus en plus reconnues. Cependant, dès le début des années 90, les Ouïghours sont de nouveau victimes de persécutions. C'est le cas par exemple en 1990 à Akto, après que les autorités chinoises aient refusé la construction d'une mosquée. Ainsi, les Ouïghours vont descendre manifester dans la rue pacifiquement, mais alors s'enchaînent les tirs des autorités chinoises faisant plus de 60 morts.
La même année, la police chinoise va procéder à l'arrestation de milliers de Ouïghours, et ce soi-disant pour arrêter les activités criminelles de séparatistes ethniques et d'autres délinquants criminels. Dans les années 1990, des connexions sont établies entre certains militants ouïghours et des mouvements extrémistes islamistes. En effet, pendant la période d'apaisement, certains jeunes ouïghours sont entrés en contact avec ces mouvements dans les pays voisins de la Chine. C'est notamment le cas en Ouzbékistan, au Kazakhstan ou encore en Afghanistan. Néanmoins, cette part semble être une part négligeable du peuple ouïghour. En effet, bien que la presse chinoise affirme que plus d'1 millier de jeunes ouïghours sont entrés en contact avec ces mouvements et ont obtenu un entraînement, le gouvernement afghan affirme que seulement une vingtaine de prisonniers sont d'origine chinoise. Cependant, le gouvernement chinois se sert de cela pour généraliser cette répression à l'ensemble du peuple ouïghour. Cela va notamment se manifester en 1996, après la mise en place de la campagne Frappez fort, qui était destinée à rassurer la population chinoise face à la montée en puissance de la criminalité. Le problème, c'est que les autorités chinoises vont s'en prendre directement à la communauté ouïghour, et des militants religieux et politiques ouïghours vont alors être exécutés. En 1997, de nombreux religieux musulmans sont arrêtés à la veille du Ramadan. Sur ce s'organise un mouvement au sein des jeunes ouïghours qui vont manifester dans la ville de Goulia. Mais les autorités chinoises tirent sur la foule, faisant 167 morts et réalisant 5000 arrestations. Après l'attentat du 11 septembre 2001, le gouvernement chinois se sert de la présence de mouvements extrémistes ouïghours, tels que le mouvement islamiste du Turkestan oriental, pour généraliser cette répression au peuple ouïghour. En effet, le ministre des Affaires étrangères chinois Teng Zhengxuan affirme en 2001 devant l'ONU que les forces terroristes du Turkestan oriental sont entraînées, équipées et financées par des organisations terroristes internationales. Les autorités chinoises affirment que le leader du mytho Hassan Massoum a rencontré à 2 reprises Ben Laden qui leur a promis des sommes fabuleuses. Toutefois, Ben Laden n'a jamais montré son soutien pour le Turkestan oriental de façon publique. Néanmoins, en 2002, le gouvernement américain ainsi que le Conseil de sécurité de l'ONU inscrivent sur la liste des entités liées à Al-Qaïda, le mouvement islamique du Turkestan oriental. L'inscription sur cette liste permet 2 choses. Tout d'abord, forcément, elle est vectrice d'une plus grande défiance envers le mouvement. Mais d'autant plus, l'objectif est de créer un amalgame entre les Ouïghours, les participants de ce mouvement et Al-Qaïda. Bien sûr, le second objectif de l'inscription des groupes sur cette liste est de pouvoir leur imposer des sanctions. Aussi, selon le comité 1267 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États doivent perpétuer envers ces groupes une interdiction d'entrée sur le territoire, une interdiction également de vente d'armes et un gel des avoirs. Dans les années suivantes, de nombreux attentats seront attribués par le gouvernement chinois à la communauté ouïghour. C'est notamment le cas en 2008 lors d'une attaque de poste de police. Dans l'année suivante, les Ouïghours s'attaquent à des Hans et seront réprimés violemment par le pouvoir fédéral. On peut dénombrer lors de ces émeutes 156 morts, dont la très grande majorité est d'appartenance Hans. C'est également le cas en 2013 lorsqu'une famille ouïghour commet un attentat sur la place Tiananmen qui fait 5 morts. Ou encore en 2014 dans le Yunnan, dans la gare de Yuning, où 29 Chinois sont tués et 130 personnes sont blessées dans une attaque au couteau. Selon son expression, Pékin va absolument éviter une nouvelle Syrie. Et pour cela, pour répondre à cette vague d'attentats, le Parti populaire chinois va décider de mettre en place des camps dits de rééducation dans la région de Xinjiang. D'abord niés dans un premier temps, ils sont finalement reconnus par le gouvernement chinois et décrits comme permettant une meilleure formation professionnelle et évitant les risques d'extrémisme et de terrorisme. On trouve plusieurs centaines de ces camps de concentration et ils enfermeraient 1 à 3 millions de Ouïghours selon les sources. Le mois dernier, le gouvernement chinois s'est même vanté d'avoir permis à 1 million de Ouïghours par an d'obtenir une formation professionnelle entre 2014 et 2019, et ce, leur permettant de faire reculer le chômage. De plus, le gouvernement chinois affirme que depuis ces 3 dernières années, aucun attentat n'aurait été commis dans la région de Xinjiang. Alors, comment s'est construite cette répression méthodique ? Petit à petit, les autorités chinoises ont bâti un véritable génocide envers les populations ouïghours du Xinjiang. Le mot employé peut paraître fort, cependant c'est au cours de nos recherches que son usage s'est imposé dans l'esprit collectif. Internement forcé pour des raisons culturelles et religieuses, abusives, arbitraires, travail forcé, désappropriation culturelle, déshumanisation, exécution, torture, voilà tous les procédés que subissent les Ouïghours chaque jour dans les camps de concentration en Chine.
et ces étapes ressemblent de plus en plus à un génocide. En effet, depuis quelques années, la répression des Ouïghours est organisée de façon très méthodique par les autorités du Xinjiang, et ce dans un seul objectif, les effacer culturellement et physiquement de Chine. La première étape de la stratégie chinoise, c'est d'opérer une surveillance de masse de sa population ouïghour. Aussi, elle a pour objectif le fait de savoir à chaque instant ce que fait chaque famille du Xinjiang, et savoir surtout si elle pratique l'islam ou non. Cela peut passer par des mesures très concrètes, comme un contrôle des passeports ou un interrogatoire dans un des nombreux checkpoints de la ville. Mais il y a aussi des méthodes beaucoup plus technologiques. Tout d'abord, l'appât du bilan de santé gratuit, mais surtout obligatoire. Les autorités chinoises, grâce à la communauté scientifique et l'appui de certaines entreprises occidentales, va réaliser des expériences sur le phénotypage d'ADN ouïghour pour pouvoir reconnaître et identifier les membres ouïghours avec la reconnaissance faciale. L'enquête de New York Times, publiée le 3 décembre 2019, montre que ce sont des entreprises européennes et américaines, notamment comme l'entreprise Thermo Fisher Scientific, qui ont fourni les technologies de profilage d'ADN à la Chine lorsque cette collecte d'informations biométriques a commencé en 2017. Le phénotypage est un procédé permettant d'analyser certains gènes et d'y détecter certaines caractéristiques, comme par exemple la couleur de peau, la couleur des yeux ou encore la lignée généalogique. Aussi, le prélèvement sanguin effectué pendant la visite médicale servira à garder un échantillon ADN de la personne ouïghour. À terme, cet échantillon d'ADN pourra s'avérer très utile pour le gouvernement chinois, si les images dégagées du phénotypage sont associées à un système de reconnaissance faciale. En conclusion, un très puissant outil d'intrusion sociale et surtout de contrôle de la minorité des Ouïghours. Aujourd'hui, l'un des instruments qui permet à la police chinoise d'identifier et de surveiller les Ouïghours est une plateforme de renseignement à laquelle ils peuvent se connecter via une application. L'ONG Human Rights Watch y a eu accès, et l'ensemble des informations collectées pour chacun des individus est considérable. Âge, taille, marque de voiture, appartenance politique, applications téléchargées dans le smartphone, des comportements légaux du quotidien sont donc espionnés par les autorités chinoises. Et en fait, même chez eux, les Ouïghours ne trouvent plus de liberté en Chine. Épiés, évalués, la mise en place du QR code a été un tournant décisif dans cette stratégie de surveillance abusive. Son emblème, la ville d'Urumqi, capitale du Xinjiang, aussi dite ville des Ouïghours. Là-bas, les autorités chinoises ont apposé devant chaque domicile ouïghour la mention des cartes d'identité des habitants du logement, ainsi qu'un QR code. Ce code barre a un usage très simple. En le scannant, les autorités peuvent avoir accès au nombre de personnes résidant dans le logement, mais également savoir s'ils sont présents à l'instant T, et même savoir ce qu'ils sont en train de faire grâce à l'analyse de données comme par exemple les consommations d'électricité, d'eau ou de connexion Internet. Et la surveillance n'est pas uniquement dématérialisée. Un article du journal Le Monde, que vous retrouverez en description de la vidéo, a mis en évidence la technique du faux cousin chinois. Cet article affirme que l'État chinois envoie des cadres dormir une semaine par mois dans les foyers de la minorité musulmane pour soumettre le dernier espace d'intimité à sa surveillance. Ces cadres s'introduisent dans l'unité du foyer. Ils dorment dans la chambre des parents, mangent à la table de la famille ou encore participent aux tâches ménagères. Zumret Daoud, femme ouïghour, explique que ses faux cousins vérifient la sinisation de la famille, s'ils savent cuisiner chinois ou encore s'ils possèdent le Coran. Ils posent également des questions aux enfants. Est-ce qu'ils vont à la mosquée le vendredi ou encore est-ce qu'on leur parle de Dieu? Zumret Daoud a appris à ses 3 enfants à ne pas répondre à ces questions intrusives. Résultat, obligation de dissimuler 24 heures sur 24. La stratégie chinoise est donc bien en place dans le Xinjiang. Empêcher les Ouïghours de se sentir en sécurité quelque part. Partout, leurs faits et gestes sont contrôlés et souvent punis. Pointés du doigt, certains ont décidé de partir en exil. Pourtant, même résidant dans des pays comme la Belgique ou encore la Suisse, ils sont toujours sollicités par le gouvernement chinois. Où sont-ils? Que font-ils? Où travaillent-ils? Pratiquent-ils une religion? Ont-ils toujours des contacts avec leurs familles résidant en Chine? Des contrôles fréquents auxquels les expatriés ouïghours doivent se soumettre sous peine de voir leur famille toujours résidant en Chine envoyée dans des camps. Mais cette surveillance possède une fin en soi, les camps. Les camps de concentration chinois sont des camps destinés officiellement à une formation et à une éducation pour les dissidents ou les dangereux. Mais finalement, ils abritent des citoyens lambda séquestrés pour des motifs arbitraires et sans procès. Au final, au Xinjiang, c'est un peu plus de 380 camps de rééducation qui détiennent entre 1 et 3 millions de Ouïghours. Bien sûr, cet épisode n'est pas exhaustif
et n'aborde que certains types de procédés illustrant la répression que les Ouïghours subissent tous les jours. Car une grande partie des témoignages des rescapés de camps racontent des procédés conduisant à une déshumanisation. Le but, faire oublier l'islam aux occupants des camps. La méthode, cours de mandarin, obligation à l'athéisme, à de nouvelles habitudes alimentaires aussi, comme surtout au porc, mais aussi détention arbitraire et abusive, torture et humiliation en tout genre. Pour Melty, Dilno Rayyan, présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe, rapporte le récit de plusieurs rescapés qui ont subi ces tortures. Ils font tous mention de la chaise tigre. Une chaise noire en fer à laquelle la personne est attachée pieds et mains pendant 24 heures sans manger. Elle doit faire ses besoins sur place et n'est jamais détachée. Pendant cette période, on lui diffuse un son strident, continu, avec une lumière extrêmement forte. Mais d'autres témoignages abordent également d'autres tortures. Kelbinour Sédik, forcé d'enseigner le mandarin dans un camp d'internement de femmes en 2017, raconte qu'il existait 4 types de chocs électriques pour ces violences. Elle explique aussi le viol de ses étudiantes, 4 à 5 étudiantes violées collectivement par des cadres des camps chaque jour. Mais les femmes enfermées dans ces camps sont également maltraitées médicalement parlant. À la une de Libération, fin juillet dernier, le témoignage d'une policière qui travaille dans un camp. Elle raconte à une enseignante qu'elle transporte le cadavre d'une étudiante qui n'aurait pas supporté les méthodes employées. Elle parle bien sûr de pilules contraceptives, mais également de produits hormonaux diffusés dans les repas, des procédés conduisant à la mort des pensionnaires. Pour autant, sans en arriver à perdre la vie, les Ouïghours enfermés dans ces camps subissent les humiliations des cadres de police. Parfois jusqu'à 70 dans des cellules de 20 mètres carrés, sans conditions d'hygiène, dans le noir, sans manger pendant plusieurs jours, et soumis à la provocation des cadres de police qui ne leur servent que du porc. Le plus âgé aurait aux alentours de 90 ans et le plus jeune aurait 13 ans. L'embrigadement fait aussi partie du quotidien des prisonniers ouïghours. Ils sont là pour oublier leur religion. On leur force à dire « je ne suis plus musulman, je suis chinois » en échange de leur libération. Et même si certains camps sont exclusivement pour les femmes, pour les hommes ou même mixtes, les enfants sont systématiquement séparés de leurs parents. La plupart du temps, ils sont emmenés dans un pensionnat pour être rééduqués à la culture chinoise Han. Le New York Times parlerait de plus de 500 000 enfants. Le principe est simple, les séparer le plus tôt de l'influence familiale pour les endoctriner au parti communisme à un âge précoce. L'idée est d'utiliser les internats comme des incubateurs d'une nouvelle génération d'Ouïghours qui soient non musulmans et plus fidèles au parti communiste chinois. Mais au-delà des violences expérimentées dans les camps, les autorités chinoises réfléchissent à effacer la culture ouïghour. Ce coup de gomme passe d'abord par un effacement biologique. Il concerne bien évidemment les victimes des camps, torturées et tuées, mais également leurs descendants. Il y a donc d'abord la mainmise du gouvernement chinois sur la santé et sur les données biologiques des Ouïghours. C'est en réalité un véritable commerce qui s'organise autour de l'identité corporelle des Ouïghours. Dès leur arrivée dans les camps, les Ouïghours subissent des prélèvements sanguins, des collectes d'ADN ou encore des tests sur leurs organes. Mais dans quel objectif ? Une enquête à ce sujet a démarré en février dernier à l'initiative de députés européens tels que Raphaël Glucksmann. Médecins, ONG, juristes et victimes ont travaillé en commun pour pouvoir démontrer ce qu'il se cachait derrière ces prélèvements. Ce qui en ressort, c'est que depuis plus de 20 ans, la Chine serait au cœur d'un trafic d'organes mondial. Le régime aurait ainsi prélevé sans leur consentement les organes de minorités tels que les Falun Gong ou Falun Dafa, un mouvement spirituel de méditation, mais aussi ceux de prisonniers de conscience, de chrétiens ou d'autres minorités religieuses et ethniques. Aujourd'hui, ce serait majoritairement les Ouïghours qui subiraient ces traitements. Chiffre à l'appui, l'enquête montre qu'en Chine, 12 jours seraient nécessaires pour obtenir une greffe de rein, alors que le nombre de donneurs est légèrement supérieur à 350 000. Si l'on compare par exemple avec les États-Unis, il faut 3,6 ans pour obtenir cette greffe, alors que le nombre de donneurs s'élève à 145 millions. Des actes criminels vérifiables grâce à l'ouverture de la parole des rescapés, mais également des professionnels embrigadés dans ce système. Au printemps 2020, une vidéo met en lumière le témoignage d'Enver Tohti, un chirurgien professionnel concernant l'industrie et les méthodes de prélèvement forcé d'organes chez les Ouïghours. Ce qu'il y raconte, c'est qu'il n'a pas eu le choix. Devenus des robots, lui et d'autres confrères étaient amenés sur des collines. Ils avaient pour mission, dès qu'ils entendaient un coup de feu, de venir chercher un corps qui leur était préalablement destiné et d'effectuer directement des prélèvements d'organes. Ces personnes n'étaient pas des condamnés à mort, mais bien des civils ouïghours. Finalement, ces crimes sont déjà en soi inadmissibles pour le droit international. Mais ce n'est pas la finalité du gouvernement chinois, qui par un procédé de déshumanisation va faire des Ouïghours des outils de production, des objets médicaux, dépossédés d'un libre arbitre et surtout d'une conscience religieuse.
En effet, les crimes et les tortures perpétuées ne sont pas la moitié de ce que désire faire le gouvernement chinois, dont la réelle volonté est d'effacer la lignée culturelle des Ouïghours. Ce qui a d'abord orienté les chercheurs vers cette thèse, c'est bien le profond changement démographique en Chine. Et surtout au Xinjiang, l'augmentation massive des stérilisations. En effet, on parle de 50 stérilisations pour 100 000 habitants en 2016, mais de plus de 250 stérilisations pour 100 000 habitants en 2018. C'est le rapport d'Adrian Zenz, chercheur à la Victims of Communism Memorial Foundation et spécialiste de la région du Xinjiang, qui va réellement révéler la situation actuelle de la région chinoise. En effet, celui-ci dévoile fin juin une étude réalisée par la Jamestown Foundation, une organisation américaine qui a pour objectif d'éduquer et d'informer les décideurs politiques. Cette étude se base sur des documents administratifs chinois et sur le témoignage de femmes ouïghours. Elle aborde la baisse drastique de la démographie dans cette région depuis 2016. Selon Adrian Zenz, le contrôle des naissances dans la région du Xinjiang relève en fait d'une stratégie plus vaste de domination ethno-raciale. Il revient dans son étude de 2020 sur les nombreuses incohérences entre la politique menée dans la région du Xinjiang depuis 2018 et l'assouplissement des mesures prises dans le reste de la Chine depuis 2016. Effectivement, avant 2015, la politique nationale de natalité permettait aux familles de minorités ethniques d'avoir jusqu'à 2 enfants en ville contre 1 pour les Han. En zone rurale, on passait à 3 enfants pour les minorités ethniques contre 2 pour les Han. Ainsi, si les minorités transgressaient ces règles, elles écopaient simplement d'une amende. Mais en 2017, le Xinjiang décide de changer sa politique familiale et d'enlever toute distinction ethnique. Résultat, une augmentation des enfants Han. Puis en 2018, la région publie une directive intitulée « Avis du Comité de la santé et de la planification familiale de la région autonome concernant la poursuite de la mise en œuvre de la campagne spéciale de lutte contre les violations du contrôle de naissance ». Un nom interminable qui prévoit simplement une volonté de punition draconienne contre toute violation de cette politique de natalité. 3 comtés du Xinjiang ont spécifiquement demandé l'internement dans les camps. C'est notamment le cas du comté de Kiemo, où les femmes ayant dépassé le quota de 2 enfants devront aller dans les camps et se voir imposer des mesures contraceptives de longue durée, c'est-à-dire un dispositif intra-utérin ou bien la stérilisation. D'ailleurs, dans ce graphique illustrant les raisons d'internement dans les camps du Caracas, on remarque bien que la première cause d'internement est bien l'infraction de la politique de natalité, souvent dépassant le quota d'un enfant, et ce, quelques semaines avant la mise en place de la politique. La problématique, c'est que ces traitements sont uniquement réservés aux minorités ethniques, dont les Ouïghours, qui voient leur croissance naturelle démographique baisser drastiquement depuis 2017. On parle d'un taux de chutant de 84% dans les 2 plus grandes préfectures ouïghours entre 2015 et 2018. En 2020, une partie du Xinjiang a même observé un taux de natalité proche de 0 pour 1,5 miles. De plus, les témoignages permettent de confirmer la triste vérité abordée dans le rapport d'Adrian Zenz. Au 21 juillet dernier, on pouvait lire dans Libération le témoignage de cette enseignante, Kelbinour Siddiq Beg, qui aujourd'hui est exilée en Europe. Elle raconte notamment comment en 2017 on lui a imposé une contraception, mais aussi la réalité des politiques de stérilisation dans des quartiers ouïghours du Xinjiang, par exemple de la ville d'Urumqi, la capitale du Xinjiang et une ville emblématique ouïghour. La stratégie des autorités chinoises est d'offrir une consultation gratuite gynécologique, mais tout de même appelée consultation obligatoire pour toutes les femmes entre 18 et 50 ans. Comme Kelbinour le raconte, il n'y avait pas de femme dans la queue qui mène à l'examen. On peut donc imaginer que ce dernier était réservé spécifiquement aux femmes ouïghours qui se voyaient toutes forcées d'accepter la mesure contraceptive. En effet, Kelbinour, ancienne enseignante dans les camps, savait ce qui l'attendait si elle refusait. Et cela fait écho au rapport que l'on abordait précédemment. Ces mesures contrastent fortement avec la politique d'assouplissement mise en place dans le reste de la Chine qui encourageait les familles à avoir 2 enfants. Cette volonté de réprimer la croissance de la population minoritaire ouïghour est complétée par une stimulation de la migration interne ainsi qu'un encouragement des mariages interethniques pour effacer cette population ouïghour. En fait, ce que l'on peut conclure de l'étude d'Adrian Zenz, c'est que cet effacement biologique, c'est un signal d'alarme, c'est un des éléments qui nous permet de conclure qu'on est face à un génocide. En effet, dans l'article 2 de la Convention des Nations Unies sur la prévention et la punition des crimes de génocide, on peut lire qu'un génocide, c'est également le fait d'imposer des mesures pour empêcher la fécondité d'un groupe visé. Aussi, avec ces nouvelles politiques de natalité en place dans le Xinjiang, les autorités chinoises ont pu diminuer ou augmenter à leur gré la croissance démographique des minorités de la région. Mais l'effacement et les douleurs qui en découlent sont elles aussi symboliques. Littéralement, la culture ouïghour est menacée de destruction.
On rase leurs repères pour effacer toute trace de l'existence de ce peuple et de sa culture musulmane ouïghour. Déjà, il faut rappeler qu'au départ, cette région, une région censée être autonome de Chine, était appelée Turkestan oriental et était à grande majorité musulmane avec une grande communauté turcophone. Mais le gouvernement chinois l'a renommée Xinjiang, signifiant nouvelle frontière. Aussi, la nomination de Chen Quanguo à la tête du parti local communiste en 2016 n'a pas été pour rien dans l'intensification de la répression des Ouïghours. En effet, dirigeant auparavant le Tibet, il y avait tenu une politique ultra répressive. Cette intensification de la répression passe d'abord par la destruction des lieux de culte, et donc des mosquées ouïghours. À la découverte de cette information, le journal The Guardian parlait de 2 douzaines de mosquées partiellement ou intégralement détruites dans le Xinjiang depuis 2016. Aujourd'hui, la réalité est bien différente. Dans un rapport de l'Institut australien de politique stratégique, il a été affirmé que plus de 16 000 mosquées avaient été endommagées ou détruites, et plus de 8 500 complètement rasées, tout ça dans la région du Xinjiang. De plus, les autorités de cette région ont transformé de nombreux lieux de culte en salles de fête, comme le montre cette image tirée d'une vidéo TikTok. Mais c'est également le cas des cimetières ouïghours devenus de véritables cratères après avoir été rasés, comme on peut le voir sur les images satellites d'AFP TV. Ces images montrent un cimetière rural du comté d'Ukturpan entièrement rasé pour détruire l'héritage et la mémoire ouïghour. Des villes sont également métamorphosées, comme par exemple Kashgar. Kashgar est une métropole ouïghour emblématique grâce à sa position stratégique sur l'ancienne route de la soie. Mais au premier jour du Ramadan 2020, les autorités en font un centre d'élevage porcin, l'un des plus grands du pays, avec une production de 40 000 cochons par an. Pourtant, la loi de l'autonomie présente dans la constitution chinoise précise bien qu'il est absolument interdit d'élever des cochons dans une région musulmane. L'intérêt du gouvernement chinois dans ces exemples paraît aller au-delà du simple effacement de cette culture. Elle a bien vocation à l'humiliation de la culture ouïghour en poussant l'ironie à l'extrême, en allant à l'encontre de tous les principes fondamentaux de l'islam. Et d'ailleurs, l'humiliation personnelle s'exerce aussi par la désappropriation du culte, par exemple. En effet, beaucoup de Ouïghours du Xinjiang ont dû renoncer à leur foi en écrivant des lettres de repentance. Dans ce témoignage, on peut lire l'extrait d'une lettre d'un paysan de 81 ans qui a passé 6 mois en camp d'enfermement à Turpan, parce que dans sa jeunesse, il avait été à la Mecque. Cette première partie de la vidéo consacrée à la répression des Ouïghours touche maintenant à sa fin et pourtant quelques questions restent encore en suspens. Déjà, pourquoi cette situation dure-t-elle depuis aussi longtemps? À qui profite la mise en camp d'internement des Ouïghours? Mais surtout, quelles sont les actions intentées pour la défense de cette minorité maintenant persécutée depuis des années? Des éléments de réponse dans notre prochaine vidéo.